Salam alaikum, Azul, Filaoun, Alhamdoulilah, rakoum bkhair. Aujourd'hui, on va parler du problème de l'immigration algérienne, étrangère, de façon générale, en France, en Europe et aux États-Unis. Vous m'avez souvent reproché dans les différentes vidéos de ne pas assez parler de l'Algérie, des Algériens. J'ai bien vu que les vidéos qui concernaient la Palestine ou Gaza ou le Moyen-Orient intéressaient très peu. Il suffit de voir le nombre de vues, c'est consternant. J'ai l'impression qu'il y a une absence de conscience collective, mais vous savez, c'est pas en 5 minutes qu'on va faire prendre conscience à la majorité du peuple algérien des dangers qui guettent l'ensemble de la région, que ce soit le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Mais c'est pas le propos. On va parler d'un phénomène extrêmement grave et qui concerne la diaspora algérienne. Vous savez qu'il y a 7 millions d'Algériens à l'étranger et rien qu'en France, il y a à peu près 5 millions d'Algériens. Vous voyez bien, depuis quelques années, mais ça s'est aggravé depuis quelques mois, il y a une poussée d'extrémisme de droite, à la fois en Europe et aux États-Unis. Il suffit de voir les manifestations, les décisions politiques prises par certains partis politiques, mais on va commencer par le dernier en date. C'est une manifestation monstre à Londres à l'initiative d'un militant d'extrême droite qui s'appelle Toby Robinson. Il y a eu 150 000 personnes à Londres. Et pourtant, l'Angleterre était considérée jusqu'à maintenant comme le pays de l'habeas corpus, c'est-à-dire des droits individuels, de la liberté d'expression, de la liberté vestimentaire. Vous savez, par exemple, en ce qui concerne un sujet que je connais bien, c'est-à-dire le port du niqab dans l'espace public, vous savez que jamais l'Angleterre n'a fait voter une loi pour interdire à des femmes de porter l'habit de leur choix. Donc il y a vraiment une liberté presque totale en Angleterre. Mais là, depuis quelques mois, rien ne va plus. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'en Angleterre, 150 000 personnes auraient manifesté à l'appel d'un simple militant d'extrême droite pour expulser les étrangers. Vous savez, quand on parle d'étrangers, ils sont assez malins pour dire d'abord les étrangers sans papier, car il y a une différence pour les Européens ou pour les Américains entre les étrangers avec des papiers et des étrangers sans papier. Mais croyez-moi, on a l'exemple de ce qui s'est passé sous l'Allemagne nazie. On commence d'abord par les Juifs et ensuite on élargit aux Tziganes et à tous ceux qui ne sont pas de sang à rien. C'est comme ça que fonctionne l'Europe, c'est comme ça qu'a toujours fonctionné l'homme occidental en temps de crise. Donc là, c'est l'Angleterre. L'Angleterre est en danger. C'était vraiment le bastion de la liberté, l'Angleterre. Et quand on voit ces images-là, mais il y a de quoi avoir peur. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ces images. Regardez, s'il vous plaît. C'est absolument incroyable. Aujourd'hui, les étrangers, et quand on dit étrangers, évidemment, c'est les musulmans, sont devenus les boucs émissaires de la crise européenne. Vous savez, quand les Européens n'ont pas la force de résister aux Américains, vous avez bien vu, quand le président américain a imposé à 29 pays européens des taxes énormes et surtout, le président américain a obligé la Commission européenne à acheter pendant 3 ans 750 milliards de gaz et de pétrole. Alors, vous imaginez, si l'Europe n'arrive pas à résister à l'Amérique, vous croyez que nous, Algérie, tout petit pays, même si c'est le plus grand pays d'Afrique, vous croyez qu'on va résister au rouleau compresseur de Washington? À un moment donné, c'est bien la lucidité. Parce que si on n'est pas lucide, qu'est-ce qui risque d'arriver? On risque d'avoir des belles douches froides, comme celle de 1830. Vous savez, le coup de 1830, les Algériens l'ont pas vu venir. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé colonisé pendant 130 ans. Regardez, l'Europe, il y a quelques mois, a fait voter un budget militaire commun de 800 milliards. Regardez, 800 milliards d'euros. Un budget commun. C'est pas comme nous en Algérie. On est dans notre petit coin, on fait voter un budget de 25 milliards d'euros et on va croire qu'on va pouvoir résister à des offensives ou bien européennes, ou bien américaines, ou bien de Tel Aviv. Arrêtez
de rêver, s'il vous plaît. Vous savez, je commence à saturer du populisme stérile d'une partie importante de ce qu'on appelle les youtubeurs, les facebookers, les tiktokers. Ils brillent par une inculture et une méconnaissance des enjeux géostratégiques qui risquent de faire très mal à l'Algérie, à l'Afrique du Nord, à l'Afrique et à l'ensemble des musulmans dans les prochaines années. Donc, regardez, l'Europe avec un budget commun de 800 milliards d'euros n'arrive pas à résister à la Russie et aux États-Unis. Vous croyez que nous, avec nos 25 petits milliards de dollars, on va pouvoir résister sans arsenal nucléaire, sans arsenal balistique? Vous savez, le réveil va être extrêmement violent. Un peu comme les pays du Golfe quand ils se sont rendus compte que malgré les bases militaires américaines et bases militaires turques au Qatar, on ne le mentionne pas, mais il y a une base militaire turque au Qatar. Est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Wello. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il y a des soucis à se faire. Regardez ce qui se passe au peuple de Gaza. Il meurt tous les jours sous nos yeux. Vous croyez qu'on va être épargné? Vous croyez que Gaza, c'est loin? Regardez, il y a eu Gaza, Liban, Syrie, Iran, Soudan, Yémen. Vous croyez que nous, en Algérie, on va être épargnés? Mais ne rêvez pas. Regardez notre voisin libyen. Il est détruit à petit feu depuis 2011. Qu'est-ce qu'on fait? Wello. Le Soudan est en train de sombrer dans une guerre civile depuis 2019. Qu'est-ce qu'on fait? Wello. Et pourtant, le Soudan a participé aux accords d'Abraham avec Tel Aviv, mais ça ne l'a pas épargné d'une guerre civile. Donc, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Et là, je m'adresse surtout aux 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger. Alors, je vous ai parlé de Londres, maintenant parlons de l'Allemagne. Regardez, vous connaissez le parti d'extrême droite allemand AfD? Alternative pour l'Allemagne, 20% dernières élections. Regardez la chef du parti. C'est une belle blonde, un peu comme en Italie. On va y arriver à l'Italie, on va y arriver. Regardez, élection en Allemagne, c'était en avril 2024. Comment l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemand, a doublé son score. Doublé, vous imaginez, doublé, c'est pas plus 5%, c'est pas plus 10%, c'est pas plus 20%, c'est plus 100%, doublé. Le parti d'extrême droite s'impose comme la première force d'opposition en Allemagne. Il est arrivé en tête dans les provinces de l'Est, qu'on appelle Länder en Allemagne, mais aussi parmi les ouvriers et les chômeurs. Et comme par hasard, les ouvriers et les chômeurs, c'est les catégories les plus fragiles dans une société. Et l'argument qui marche à tous les coups avec les ouvriers et les chômeurs, c'est de dire qu'il faut expulser les étrangers, parce qu'en expulsant les étrangers, vous aurez du travail. En expulsant les étrangers, vos salaires vont augmenter. C'est pour ça que les thèses de l'extrême droite font un ravage parmi les catégories sociales les plus fragiles des pays européens. La BBC a titré en janvier 2024, l'extrême droite allemande s'est réunie pour planifier des déportations massives. Lisez bien, s'il vous plaît. L'extrême droite allemande, vous savez qu'elle a un lourd héritage de racisme, de discrimination, de déportation, d'extermination. Et quand l'extrême droite allemande se réunit pour planifier des déportations massives, croyez-moi, mieux vaut les prendre au sérieux. Car j'entends des Algériens dire « Oui, mais tout ça, c'est du passé, ça va pas revenir. » Mais vous plaisantez. Les croisades, c'était le XIe siècle, XIIe et XIIIe siècle. Quand les croisés chrétiens sont venus en masse à l'appel du pape pour récupérer Jérusalem, c'est vieux ça, hein? XIe, XIIe, XIIIe siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1947? C'était des nouveaux croisés qui sont arrivés, judéo-chrétiens, et ils ont pris Jérusalem ou pas? En 1967, qu'est-ce qui s'est passé? 100% de Jérusalem a été récupéré. Comme 11e, 12e, 13e siècle. L'histoire, elle se répète. C'est comme un pneu.
En Algérie, on parle beaucoup de pneus en ce moment, parce qu'on n'a pas de pneus pour les cars, pour les voitures, pour les... Voilà, c'est comme un pneu, ça tourne, c'est comme une roue, oui, ça tourne. Donc, ceux qui n'ont pas de culture, s'il vous plaît, allez lire un peu des livres d'histoire, et vous allez comprendre que l'histoire, elle se répète toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, Hitler, quand il arrive au pouvoir, est-ce que certains de vous se sont posé la question, pourquoi il a appelé son régime le Troisième Reich? Mais parce qu'il y avait un Premier Reich, un Deuxième Reich et un Troisième Reich. À votre avis, pourquoi en France on appelle la Constitution actuelle la Cinquième République? Parce qu'il y avait une quatrième, il y avait une troisième, il y avait une deuxième, il y avait une première. La politique est intrinsèquement liée, viscéralement, dans l'ADN à l'histoire. Et ceux qui ne connaissent pas le passé, l'histoire, risquent d'avoir des très belles douches froides. Ça, c'est un euphémisme, ou plutôt des réveils extrêmement brutaux. Donc, quand l'extrême droite allemande s'est réunie pour planifier des déportations massives, croyez-moi, s'ils arrivent au pouvoir, et ils vont arriver au pouvoir, ils vont le faire en vrai. Oui, le faire en vrai. Passons maintenant à l'Italie. Avril 2025, ça fait pas longtemps, 19 avril 2025, mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois. L'Italie expulse son premier migrant d'un des centres construits en Albanie par le gouvernement Meloni. Ah tiens donc, Meloni. Vous vous en souvenez, Meloni, la belle petite blonde italienne qui est toujours souriante, qui est la meilleure amie de l'Algérie, à qui nous donnons du gaz, à des tarifs préférentiels. L'Italie avec cette entreprise ultra corrompue qu'on appelle Eni avec sa filiale Saipem qui possède 137 000 barils jour équivalent pétrole. Je répète, l'Italie de Meloni détient aujourd'hui 137 000 barils jour équivalent pétrole. Et d'année en année, ça augmente. Regardez ce que commence à faire la belle blonde italienne. Vous savez, les Allemands sont des blonds, les Italiens sont des blonds. Vous savez, quand c'est une femme, on n'a pas peur. C'est quand il y a des hommes avec des moustaches, là, on a peur. Mais quand c'est des blondes, on n'a pas peur. Mais pourtant, c'est la même politique. Mais ils font ça à feu doux. Vous savez, l'Italie, elle fait toujours à feu doux. Mais après, elle monte en puissance. Mais les Allemands, ils ne savent pas faire à feu doux. Les Allemands, c'est du direct. C'est tout de suite le turbonucléaire. Donc voilà, l'Italie a expulsé son premier migrant afghan, ou ça, dans des centres de détention en Albanie, parce qu'ils déportent les migrants en Albanie. Ils ont signé des accords avec l'Albanie, de la même façon qu'avant le Premier ministre britannique actuel, vous savez que l'ancien Premier ministre avait signé un accord d'expulsion avec le Rwanda. Tous les sans-papiers devaient être expulsés au Rwanda. Ça a été annulé in extremis, mais croyez-moi, avec ces manifestations monstres qui viennent d'avoir lieu à Londres, le projet d'expulsion va être remis sur la table. Poursuivons l'Espagne. Vous connaissez l'Espagne. Je ne vous fais pas de dessin sur l'Espagne. Très beau pays. Magnifique pays, l'Espagne. Mais l'Espagne, vous savez qu'elle a eu 40 ans de dictature franquiste, franco, entre 1936 et 1976. Regardez l'Espagne. Vox est le parti d'extrême droite espagnol. C'est un peu la même chose que l'AfD en Allemagne ou le Rassemblement national en France. Vox reste imperturbable face à une manifestation antiraciste à Murcie. Murcie, c'est dans le sud de l'Espagne, c'est à peu près une centaine de kilomètres au sud d'Alicante, et insiste sur son message d'expulsion des immigrants illégaux. Et Vox, parti d'extrême droite espagnole, vous savez qu'au mois de juillet, il y a eu comment on pourrait appeler ça, des échauffourées, des chasses aux migrants dans la région de Murcia. Vous avez entendu parler sûrement. Il y a des Marocains et des Algériens qui ont été chassés par des extrémistes d'extrême droite. Ils ont lancé des messages sur Facebook pour aller chasser de l'arabe ou du berbère. Vous savez, il ne faut pas la différence. Hein. Il n'y a qu'en Algérie on fait la différence entre les arabes et les berbères. Mais partout dans le monde entier, les Européens, il ne faut pas de différence entre les arabes et les berbères. Pour eux, c'est des cajarras, comme on dit chez nous. Et ce parti d'extrême droite espagnol, Vox,
s'appuie sur un sondage qui a eu lieu, qui a été organisé par Sigmados et qui dit que 70% des électeurs espagnols veulent l'expulsion des migrants illégaux. 70%. Donc vous voyez, même l'Espagne, qui a une longue tradition, vous voyez, c'est une longue tradition, ça vaut aussi un petit livre, là, je vais vous sortir un petit livre, voilà, sur l'Espagne musulmane. Vous savez que les musulmans sont restés 781 ans en Espagne, surtout dans la région de Grenade. Mais, vous savez, c'est très difficile de combattre cette poussée raciste française. Vous savez, depuis le grand écrivain français, je ne sais pas si vous le connaissez, M. de Gobineau, Arthur de Gobineau, c'est en 1853-1855, il avait théorisé le racisme entre les différentes races, entre la race blanche et les autres races, les noirs, les jaunes, les bleus, les verts, les violets, vous voyez ce que je veux dire. Donc, préparez-vous, oui, préparez-vous les naïfs à ce que Alvin Toffler appelait le choc du futur. Vous savez, quand on vit au présent, quand on vit dans l'immédiateté du présent, on se dit mais non, tout va rester comme c'est, aïe, c'est les droits de l'homme, c'est le droit international. Vous avez vu qu'il n'y a plus de droit international. Sinon, vous croyez que depuis 2 ans, on massacrerait tous les jours des Palestiniens à Gaza, alors que le monde entier est informé? Vous croyez que s'il y avait un droit international, il y aurait la famine à Gaza, alors que le monde entier est informé par la télé, par les journaux, par les réseaux sociaux? Le monde est en train de changer. Il n'y a plus de droit international et bientôt il n'y aura plus de droits de l'homme pour les étrangers dans chaque pays. C'est ce que Alvin Toffler appelait le choc du futur. Souvenez-vous de cette expression, le choc du futur. Le choc du futur, c'est pas simplement au niveau technologique. Vous savez, la technologie, elle grimpe de façon exponentielle, mais les violations du droit international et des droits de l'homme sont en train de chuter de façon exponentielle aussi. Donc, cette double courbe, ces 2 courbes inversées constituent le prochain choc du futur que nos compatriotes algériens semblent méconnaître. Vous savez, je crois que c'est les effets de la colonisation. On a tellement été colonisés, tellement envahis, que dans le cerveau des Algériens, ça réfléchit plus. L'élite ne réfléchit plus, le gouvernement ne prévoit rien, le gouvernement s'amuse comme si, il y avait la souveraineté des États, qu'on est intouchable, que rien ne va changer. Mais vous rêvez. Mais le pire est devant nous. Ce qui est en train d'arriver à Gaza, ce qui s'est passé au Liban, ce qui s'est passé en Iran, ce qui s'est passé en Syrie, mais va débarquer en Algérie. Et c'est pas avec notre petite armée qui n'est même pas nucléaire, qui n'est même pas balistique, qu'on va pouvoir résister aux assauts des puissances occidentales. C'est fini la période de l'anticolonialisme. Vous entendez ou pas? C'est fini. On a changé d'époque. Vous savez, il faut modifier le logiciel. Windows 3.0, c'est fini. Chaque année, ça évolue. Le dinar n'est pas aussi fort aujourd'hui qu'il l'était au temps de Boumedienne. Il est en train de dégringoler. Notre passeport ne vaut rien s'il n'y a pas un visa, ou s'il n'y a pas une carte de résidence, ou si on n'a pas une autre nationalité. Le monde est en train de changer. Il faut se préparer. Alors, vous avez vu l'Espagne. Un rapport de 1609 pages du procureur général espagnol. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, le procureur général, il dit « Le trafic de migrants et de drogue en provenance d'Algérie constitue un défi ouvert à l'État. » Vous savez ce genre de déclaration? Quand ça va être instrumentalisé, c'est instrumentalisé par le parti d'extrême droite espagnol Vox. Ils se disent, ces étrangers-là, c'est des trafiquants de drogue et des trafiquants d'êtres humains. Mais notre diplomatie algérienne, avec M. Ahmed Attaf, qui est d'une ancienne époque, n'a pas compris que l'Algérie est en danger. Regardez l'image de l'Algérie à l'étranger. C'est ça l'image de l'Algérie à l'étranger. Voilà l'image de l'Algérie à l'étranger. Vous croyez qu'on a des prix Nobel algériens? Vous croyez qu'on a des grands inventeurs algériens? Vous croyez est-ce qu'on a inventé une voiture? Est-ce qu'on a inventé un train? Est-ce qu'on a inventé un avion? Est-ce qu'on a inventé des missiles? Est-ce qu'on a inventé, je sais pas, des satellites? Est-ce qu'on a envoyé l'homme sur la Lune? Mais on n'invente rien.
On n'invente rien. Et c'est parce qu'on n'invente rien, regardez ce qui se passe. Toute notre jeunesse rêve de partir à l'étranger, regardez, même ils se filment en train de quitter le pays. On dirait qu'ils ont fait un exploit, on dirait qu'ils ont gagné la médaille olympique. Mais notre ministre des Affaires étrangères, notre gouvernement, tellement suffisant, tellement sûr d'eux-mêmes, ne réalise pas, mais nous envoyons à l'étranger une image détestable et catastrophique. Le modèle algérien a échoué. Alors, il y en a qui me disent, mais Rachid est en train de dénigrer l'Algérie. Mais non, je ne dénigre pas l'Algérie. Je regarde la réalité. 10 000 migrants par an quittent l'Algérie. 517 meurent en mer Méditerranée. Ya Jamaat al-Khair. Mais ça, c'est la réalité. C'est pas dénigrer. Est-ce qu'on a une seule fois pleuré les migrants, les haragas qui meurent en mer? Mais non, on ferme les yeux. On fait comme si ce phénomène n'existait pas. D'ailleurs, vous avez déjà entendu un rapport sur les haragas par le ministère des Affaires étrangères? Où est l'eau? Rien. Ou là par le ministère de la Justice? Où est l'eau? Rien. Pas de rapport. Ça n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Passons à la France. Sondage. En cas de législative anticipée, le Rassemblement national, donc parti d'extrême droite français, de Le Pen et de Bardella, le Rassemblement national arriverait largement en tête. Ça date du 8 septembre 2025. Alors, certains vont dire, mais non, mais c'est pas grave, c'est rien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est grave. Donc, il arrive avec 33% des intentions de vote. Premier parti de France, un peu comme l'AfD en Allemagne. Premier parti d'opposition allemand. La gauche, vous savez que la gauche, c'est même pas 19% la gauche. 19%. Regardez. Quand on met la gauche, c'est PS, Parti Socialiste, Écologiste et Parti Communiste Français. Et les filles, c'est 19%. Donc, la gauche, c'est 19%. Et avec LFI, c'est 26%. Donc, LFI, depuis l'affaire du Hamas, a dégringolé. À peine 7% maintenant. 7. Alors qu'ils étaient à 21 aux dernières élections présidentielles. Vous avez vu une erreur. Une erreur de positionnement politique, et c'est la dégringolade. C'est la dégringolade des chiffres, mais pire que ça, LFI de Mélenchon a été exclu de l'arc républicain. C'est-à-dire qu'aucun parti politique français ne voudrait travailler avec LFI. Vous avez vu quand on fait des erreurs, ce que ça fait? En politique, c'est la sanction immédiate. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est que le parti républicain de Retailleau ou de Sarkozy, parce qu'à l'époque, c'était l'UMP de Sarkozy, il a 10%. Donc 33% pour le Rassemblement national de Le Pen Bardella, plus 10% de Retailleau Sarkozy, ça fait 43%. Donc tous les deux, ils se trouvent à 7 points pour avoir la majorité absolue à la présidentielle. Mais s'il y a des législatives, vous savez que c'est pas le même principe. Les élections législatives, les élections présidentielles, c'est pas pareil. Les élections présidentielles, c'est on compte vraiment à l'électeur près. Mais aux législatives, on compte pas l'électeur près, on compte en fonction de qui gagne dans les circonscriptions électorales. C'est par rapport aux circonscriptions des députés. Et s'il y a des élections législatives anticipées, le Rassemblement national de Le Pen Bardella, associé au LR, les Républicains de Retailleau Sarkozy, vont obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous savez ce que ça veut dire, la majorité absolue? Ça veut dire que personne ne pourra annuler ou contester les lois que le prochain gouvernement, Rassemblement national, les Républicains, va constituer. Donc ça veut dire c'est la fin de la présence des musulmans en France. Alors il y en a qui vont me dire mais non, mais tu connais rien. Oh oui, je connais rien. Je connais rien. C'est qui vous a dit qu'en juillet de l'année passée, les étrangers, notamment les musulmans et les Algériens en particulier, sont en grave danger? Vous n'avez pas fait attention à ce que j'ai dit, hein, mais vous allez voir ce qui va se passer d'ici 2027. Alors pourquoi je vous parle de l'union entre l'extrême droite de Le Pen Bardella avec
les républicains de Retailleau Sarkozy. Parce que pour la première fois, je dis bien pour la première fois, dans l'histoire de la Ve République, la Ve République, vous savez, c'est 1958, un responsable de la droite française a dit que l'extrême droite faisait partie de l'arc républicain. Ça veut dire qu'on peut gouverner avec lui. Et c'est Sarkozy qui a dit ça. Pour Nicolas Sarkozy, c'était le 2 septembre. Pour Nicolas Sarkozy, le Rassemblement national appartient à l'arc républicain. Vous savez, cette déclaration, elle est extrêmement grave. Car juste pour information, jusqu'à maintenant, jamais un responsable de la droite française n'a voulu gouverner avec l'extrême droite. Jamais. Mais comme un certain nombre d'Algériens détestent l'histoire, détestent les références historiques, ils vont dire « Mais Rachid, tu connais rien !» On va voir si je connais rien. C'est la première fois que des responsables de la droite traditionnelle, donc aujourd'hui les Républicains, donc le parti de l'enseignement de De Gaulle, de Chirac, je vous rappelle qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous savez que feu Jacques Chirac avait dit « Jamais je ne gouvernerai avec le Front National de Jean-Marie Le Pen ». Il avait même refusé de faire un débat avec lui. Ça, c'était en 2002. Aujourd'hui, en 2025, regardez ce que dit Sarkozy. Nicolas Sarkozy adoube le Rassemblement national. Adouber, ça veut dire parrainer, c'est-à-dire « marhaba bik, belloratana ». C'est extrêmement grave, cette déclaration de Nicolas Sarkozy. Alors certains diront « Mais non, mais il n'est plus président, il n'a plus de poids ». C'est là où je vois que ces personnes qui me répondent comme ça ne connaissent rien à la vie politique. Vous savez, dans la vie politique, vous n'avez pas besoin d'avoir un poste pour avoir du poids. Car aussitôt, le patron des députés de la droite française à l'Assemblée nationale a dit « Oui, j'approuve la déclaration de Nicolas Sarkozy » et Retailleau a dit la même chose. Tous les responsables de la droite française sont d'accord pour gouverner avec le Rassemblement national de Le Pen Bardella. Donc ça veut dire quoi? Dans la mesure où le parti d'extrême droite de Le Pen Bardella représente plus de 3 fois le poids de la droite classique française, ça veut dire que ce sont les idées d'extrême droite qui vont triompher aux prochaines élections présidentielles et législatives. Ce qui veut dire que le compte à rebours, je dis bien, le compte à rebours pour les étrangers, et surtout les étrangers, a commencé. Et vous allez voir des vagues d'expulsion massives. D'abord, ils vont enlever les droits. Vous avez entendu ce qu'a dit le président du Rassemblement national. Il a dit que tous ceux qui ont un casier judiciaire n'auront plus de logement HLM. Ça veut dire 95% des Algériens, qu'on va parler des Algériens. Donc les Algériens vont se faire expulser de leur HLM. Deuxième chose, ceux qui ont le RSA. Vous savez qu'il y a des centaines de milliers d'Algériens qui ont le RSA, c'est-à-dire les revenus minimums. Bardella a dit que les bénéficiaires du RSA, dont qui n'ont pas travaillé 5 ans, n'auront plus de RSA. Et vous savez, les Algériens, ils font toujours l'aller-retour entre Alger et Paris ou Alger et Marseille. Troisième catégorie, les allocations familiales. Les allocations familiales ne seront plus attribuées à des étrangers. C'est fini. Bouche de roi comme. Alors, qu'a dit le président le 2 septembre au Figaro? Il n'a pas hésité à présenter la victoire du parti d'extrême droite à de potentielles législatives anticipées comme une porte de sortie à la crise politique qui se dessine à l'approche de la chute annoncée du Premier ministre François Bayrou. Donc, non seulement la droite est d'accord pour gouverner avec l'extrême droite, mais en plus de ça, il dit que ça serait une porte de sortie à la crise si l'extrême droite gagnait les prochaines élections avec la droite. Vous savez, la diplomatie algérienne qui se complaît dans la suffisance, elle ne se rend pas compte des conséquences de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en 2027. Je crois qu'il n'y a rien dans le cerveau maintenant. Je crois que je vais vous dire ce qui va se passer. On y arrive tout doucement, tout doucement. En plus de ça, vous savez, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais toute seule. L'ancien ministre devenu extrêmement d'extrême droite, Philippe de Villiers, vous savez que Philippe de Villiers et Retailleau, c'était des grands amis.
Ils ont monté ensemble un parc de loisirs qui s'appelle le Puy du Fou, vous savez ça. Alors ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'apprendre. Philippe de Villiers, qui toutes les semaines a 1 heure d'émission sur CNews, la chaîne de Bolloré, extrêmement raciste. Il a lancé une pétition pour demander un référendum sur l'immigration. En clair, un référendum pour expulser tous les immigrés ou tous les Français d'origine étrangère. Vous savez, ça commence comme ça. C'est comme l'affaire du niqab en 2010. D'abord, on commence par le niqab, après on passe au foulard, après on passe à la viande halal dans les cantines, ensuite on interdit les femmes musulmanes d'aller dans les piscines, ensuite on interdit le burkini dans les plages, ensuite on interdit les nounous musulmanes d'être accompagnatrices, etc., etc., etc. Ben oui, on connaît les méthodes maintenant. Donc là, il a lancé une pétition pour un référendum sur l'immigration. Il y a déjà 1,5 million de signatures. Ya Jamaat al-Khir, c'est énorme, énorme. La pétition de Philippe de Villiers sur l'immigration, une initiative du groupe Bolloré qui embarrasse le RN et LR. Vous savez pourquoi ça l'embarrasse? Parce que le RN, Rassemblement National, et LR, les Républicains, ils veulent pas fâcher jusqu'à arriver au pouvoir. Alors 2027, là ils vont sortir les canons, les chars, les avions, les missiles nucléaires. Mais jusqu'en 2027, il faut avancer. Pas de velours. Il faut pas trop précipiter les choses pour pas faire peur. C'est ça la stratégie politique. Stratégie politique, vous savez, en Algérie, c'est un concept qui n'existe plus. Oui, il y avait une stratégie dans les années 60, 70, 80. Mais depuis, c'est fini la stratégie. Aujourd'hui, on est devenus des cachéristes ou des populistes. Mais stratégie politique, wallo. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Philippe de Villiers est en train de pousser la droite et l'extrême droite à accélérer et à, on va dire, à envenimer son discours contre les étrangers. Étrangers, c'est avec des papiers français ou pas, il ne faut pas rêver. Hein. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Alors, vous savez ce que font les Américains en ce moment? Le président Trump, en dehors de cautionner ce que fait le génocidaire Netanyahou. Vous avez vu la liberté de ton que j'ai? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui parlent comme moi, franchement? Entre nous. Est-ce que vous avez déjà vu un Algérien être aussi cash avec tout le monde? Mais avec des preuves, hein. Je ne parle jamais dans le vide, hein. Moi, je ne parle pas sans preuve. Regardez ce qu'a prévu l'administration américaine. Ils ont lancé un programme d'auto-expulsion, c'est-à-dire que tous les clandestins, tous les harragas qui sont aux États-Unis, une majorité c'est des latino-américains, qui acceptent de partir de leur propre choix, de rentrer dans leur pays. Ils leur payent le billet d'avion, ils leur donnent $1000. Vous avez entendu? L'administration américaine a proposé de payer le billet d'avion et de donner $1000 à chaque clandestin qui accepte volontairement de rentrer dans son pays d'origine. Vous avez entendu? Il leur a dit, si vous ne faites pas ça, c'est la prison directe. Et le président Trump, il a prévu 1 million d'expulsions par an. Il faut savoir qu'il y a à peu près 12 à 13 millions de harragas, de clandestins aux États-Unis. Donc son objectif, pendant ces 4 années, c'est d'expulser 4 millions de clandestins. Vous croyez que les Européens ne regardent pas la télé? Ils ne lisent pas les journaux? Mais ils se disent, si la première puissance mondiale expulse des sans-papiers, puis au passage, l'autre jour, il a arrêté 300 Coréens du Sud, techniciens, cadres, ingénieurs qui avaient des papiers. Tout ça pour vous dire. D'abord, on commence avec les sans-papiers, mais ensuite, on attaque les papiers aussi. Et qu'a fait la Corée du Sud? La Corée du Sud a un ennemi, qui met la diplomatie algérienne. Vous savez la différence entre le ministre des Affaires étrangères algérien et le ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud? Quand le ministre coréen des Affaires étrangères a vu que l'Amérique avait arrêté 300 ingénieurs, techniciens, employés coréens du Sud qui travaillaient à l'usine Hyundai aux États-Unis en vue de l'expulsion, d'abord il a été choqué.
Mais il n'a pas fait comme Ahmed Attaf. Nous, on n'accepte pas. Hein. Les Algériens, ils restent en France. Le Corée du Sud n'a pas dit les Coréens, ils restent en Amérique. Non. Quand les Américains ont réalisé qu'ils avaient fait une énorme connerie, l'administration américaine a présenté ses excuses. Regardez ce qu'a fait la Corée du Sud. Ya Rabb al-Karim, les vrais pays. La Corée du Sud a répondu: vous avez touché à l'honneur de nos citoyens coréens du Sud aux États-Unis qui travaillaient. Nous rapatrions nos 300 ingénieurs, cadres et techniciens et employés dans notre pays, car ils ont été traumatisés par votre arrestation. Et donc la Corée du Sud a refusé qu'ils restent en Amérique. Ah, Rabb al-Karim, ça c'est des pays, ça c'est du NIF. Ah oui, avant on avait du NIF, aujourd'hui. Les OQTF, ah non, non, on les prend pas les OQTF, ah Rabb al-Karim, c'est des Algériens. Normalement, les OQTF, normalement l'Algérie aurait dû envoyer un avion spécial et avec des fleurs dans votre pays, et normalement tapis rouge à l'aéroport d'Alger. Vous êtes des Algériens et l'Algérie défendra tous ses citoyens partout où ils sont dans le monde et la dignité de l'Algérien sera respectée. Voilà ce que j'aurais fait si par exemple la France voulait expulser des OQTF. Moi je les accueille avec des fleurs et un tapis rouge parce que ce sont des citoyens algériens. أحمد عطاف ما بغاش كاع يستعرض بهم راهي بهدل في الجزائر في فرنسا في اسبانيا l'Espagne a publié un rapport de 1609 pages où elle accuse l'Algérie et le Maroc de ne pas jouer le jeu. Mais c'est une honte. C'est indigne du ministre des Affaires étrangères algérien. Je dis bien indigne. Donc voilà les Américains. 1000 $ par personne. Sinon, de lourdes amendes et des sanctions supplémentaires, y compris l'arrestation et la détention pour ceux qui restent. Il y a un très beau rapport qui a été publié par un institut spécialisé dans les migrations, Migration Information Source. Alors pourquoi les Américains ont cette idée? Pour eux, ça leur coûte moins cher de donner 1000 $ et de payer l'avion à un clandestin que d'aller le chercher chez lui. Et ils ont calculé combien ça revenait d'expulser un clandestin. Ils se sont rendus compte que les rapatriements forcés des clandestins coûtaient en moyenne 17 000 $ par personne. Regardez, 17 000 $. Donc c'est préférable de donner 1000 $ avec un billet d'avion qui ne dépasse pas 500 $ en Amérique latine, au lieu de 17 000 $ quand c'est un rapatriement forcé. Vous voyez, ils sont très pragmatiques, les Américains. Nous, on n'est pas du tout pragmatiques. On l'a été avant, par le passé. Mais maintenant, c'est fini. Donc, autant les Américains veulent expulser 1 million de clandestins basanés, en gros comme nous, en Amérique latine, mais autant ils veulent faire venir des Blancs, qu'on appelle les WASP, aux États-Unis. Les Blancs. Donc, ils ont mis en place un programme pour attirer 40 000 Sud-Africains blancs. Regardez, ils n'ont pas mis noir, ils ont mis blanc. Blanc. Ça, c'est le Dépêche Reuters. Vous connaissez la Dépêche Reuters? C'est la plus grande agence de presse mondiale, avec AP, AFP et l'agence TASS russe. Donc, l'administration de Trump a prévu de faire venir 40 000 Sud-Africains blancs, et avec le prétexte suivant, en disant que les Blancs sont en danger en Afrique du Sud. Incroyable, hein? Bah oui, parce qu'il y a trop de Noirs. 80% de Noirs, 20% de Blancs. Pourtant, ils ont 80% du pouvoir économique. Alors, pour la petite histoire, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, vous savez quelle était la condition qui avait été fixée à Nelson Mandela pour accéder au pouvoir en Afrique du Sud? Est-ce que vous le saviez? L'Afrique du Sud, en partenariat, donc le régime apartheid d'Afrique du Sud, en partenariat avec Tel Aviv, avait mis en place un programme nucléaire où chacun avait 200 têtes nucléaires. Vous savez que l'Afrique du Sud était une puissance nucléaire, la seule puissance nucléaire africaine. Mais les Américains ont dit à Nelson Mandela, on te laisse accéder au pouvoir en Afrique du Sud à condition de rendre
tout le dispositif nucléaire, tout l'arsenal nucléaire. Et Nelson Mandela, qui avait 72 ans, il était fatigué, vous savez. Au début, on a des principes, mais avec l'âge, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Il a saigné. Il y avait deux conditions. Mettre fin à l'arsenal nucléaire, plutôt le rendre aux Américains. Et deuxième condition, laisser le pouvoir économique et financier à la minorité blanche. Parce que nous, en Algérie, en 4 mois, il y a 800 000 Européens qui sont partis. En Afrique du Sud, ils sont restés en continuant à contrôler les terres, les usines et les mines de diamants et d'or. Donc, c'est pour ça que le président Trump a dit que les Blancs étaient en danger en Afrique du Sud et qu'il était prêt à en accueillir 40 000 par an, des Sud-Africains blancs. Parce que l'Occident a retrouvé ses vieilles habitudes esclavagistes, colonialistes. Mais notre ministre des Affaires étrangères algérien, vous croyez qu'il a saisi ce qui est en train de se passer dans le monde? Il a à peu près l'âge de Nelson Mandela. Vous savez, avec l'âge, on perd en lucidité, on perd en compréhension de la complexité du monde. Alors, pour information, cette idée de 1 000 $ par clandestin avec le billet d'avion, qui a été mis en place par l'administration américaine, il l'a reprise des Français, car en France, avant, il y avait un secrétaire d'État chargé de la formation qu'on appelait Lionel Stoléru. C'était à l'époque de la présidence de Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il avait mis en place il avait, on va dire, conceptualisé cette opération de donner 10 000 francs à chaque étranger qui a accepté de retourner chez lui. Il y a eu même un livre et un film qui s'appelle « Prends 10 000 balles et casse-toi », qui a connu un certain succès à l'époque. Donc, ce dispositif qui a été réfléchi en 1976 et appliqué à partir du 30 mai 1977, on l'a appelé, à vrai dire, le million de Stoléru, de Lionel Stoléru. Et en 2 ans, il y a eu 70 000 personnes seulement qui ont accepté de jouer le jeu. 70 000 personnes. Donc, entre 77 et 79, Lionel Stoléru, donc l'ancien secrétaire d'État, a fait une conférence de presse en disant qu'il y avait 60 000 dossiers. Et à l'époque, aucun consulat, aucune ambassade n'avait fait de réclamation pour dire « mais c'est scandaleux, comment osez-vous proposer 10 000 francs à des étrangers pour retourner dans leur pays ?» Et le principe de cette aide, de ce dispositif qu'on appelait le dispositif d'aide au retour, impliquait qu'il n'y avait pas de retour possible. C'est-à-dire que les étrangers devaient rendre ou leur nationalité ou bien leur carte de séjour. C'était ça le principe. Donc ils avaient le droit de prendre une voiture et la remplir et de retourner au pays, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Mali, etc. Donc il y avait cette clause de non-retour. Mais alors pour la petite histoire, que s'est-il passé exactement? Que s'est-il passé? Car ce dispositif d'aide de retour était un accompagnement d'une décision prise par l'ancien Premier ministre français Jacques Chirac le 3 juillet 1974. Ce jour-là, il a décidé d'arrêter l'immigration. Voilà. Il a ce qu'on appelle suspendu l'immigration. Donc, d'abord, il suspend l'immigration pour pas que les immigrés viennent de l'étranger. Et ensuite, il demande aux immigrés qui étaient en France de repartir chez eux. Donc, c'était un double dispositif. On stoppe l'immigration d'abord et ensuite, on renvoie les immigrés dans leur pays d'origine. Alors, au final, et là c'est ça qui est intéressant, ce dispositif a coûté 500 millions de francs de l'époque, et en 4 ans, il y a eu 100 000 personnes seulement qui ont accepté de rentrer dans leur pays. Mais écoutez, les informations, c'est ironique. C'est qui ces 100 000 personnes? Alors vous allez sourire. Il y avait 40% d'Espagnols, 26,23% de Portugais. Alors, pour information, il y avait à peu près 1 million à 1,5 million d'Espagnols et 1 million de Portugais, 1,5 million de Portugais. Vous savez pourquoi? Car ces deux pays ont connu la dictature. En gros, c'est les régimes dictatoriaux autoritaires qui provoquent le départ de centaines de milliers de personnes vers l'étranger en quittant leur pays, un peu comme l'Algérie, le Mali, etc. Voilà, c'est quand ça va pas dans un pays qu'on va ailleurs, c'est normal. Donc il y avait en Espagne entre 1936 et 1976 40 ans de dictature de Franco et au Portugal à la même période il y a eu
à peu près 40 ans de dictature de Salazar. Pourtant, Salazar, c'est un prof d'économie politique à l'université, mais c'est un dictateur. Voilà, c'est la spécificité de ces pays-là. Donc, ceux qui ont, parmi les 100 000 qui ont accepté ces 10 000 euros, l'équivalent de 1 000 euros, de 1 000 $ aujourd'hui, 40% d'Espagnols, 26,23% de Portugais, et écoutez-moi bien, 3,7% d'Algériens. 3,7% d'Algériens. Alors qu'il y avait 40% d'Espagnols et 26,23% de Portugais. Voilà, c'était un article du Monde du 30 novembre 1981 qu'on appelait le million des immigrés. C'est quand même incroyable, non? C'est que les Algériens, je sais pas, ils adorent la France. Ils veulent pas quitter la France pour aller en Algérie. C'est très bizarre. Mais après, il y a eu une progression. Entre 1981 et 84, parce qu'il y a eu la crise en France. Vous savez que quand le Parti socialiste est arrivé au pouvoir avec François Mitterrand, il y avait une crise économique et sociale très forte. Et entre 80 et 84, là, il y a eu beaucoup plus d'Algériens qui ont accepté cette prime de 10 000 francs. Et au total, à la date de février 1984, il y a eu 50 000 départs d'Algériens qui ont été enregistrés. Voilà, c'est un article de la revue Plein Droit de juillet 88, vous pouvez vérifier. Voilà, 50 000 Algériens en février 84 avaient, au total, accepté de partir vers l'Algérie. Alors, vous savez que je suis un partisan de la remigration positive. Vous avez bien vu notre pays, en dépit des richesses formidables de gaz et de pétrole, n'arrive pas à décoller économiquement. On n'arrive pas à décoller sur le plan économique, on n'arrive pas à décoller au niveau de l'état de droit, et on n'arrive pas à décoller au niveau de la démocratie. On a un état de droit fragile, une démocratie balbutiante. Vous avez bien vu que j'ai passé 4 séjours formidables dans les prisons algériennes, mais j'ai été aussi en prison en France. Donc, vous voyez, tout est relatif. Et donc, je suis partisan de cette remigration positive. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à attirer au moins 500 000 cadres algériens qui vivent à l'étranger pour qu'ils puissent aider l'Algérie à se développer sur le plan économique, sur le plan de l'état de droit et sur le plan de la démocratie. Donc, il faut commencer par les cadres. Ben oui, on a besoin de médecins. Je sais que c'est plutôt le phénomène inverse qui se produit. Mais si les médecins étaient mieux payés, si les ingénieurs étaient mieux payés, si les informaticiens étaient mieux payés, si les architectes étaient mieux payés, si les cadres de la Sonatrach étaient mieux payés, vous croyez qu'ils quitteraient l'Algérie? Bien sûr que non. Donc, cette classe, on va dire moyenne plus, pour l'attirer en Algérie, et surtout pour pas qu'elle quitte l'Algérie, il faut lui offrir un environnement de liberté, de confort et d'épanouissement personnel. Il faut des écoles, j'aimerais dire, adaptées à leurs enfants. Il faut des cliniques où il y a des médecins spécialisés qui peuvent soigner n'importe quelle maladie. Ces personnes-là ont l'habitude de vivre dans des démocraties en Europe, en Amérique du Nord. Elles ont besoin d'exprimer librement leur opinion. Regardez-moi. Moi, j'ai été élevé où? J'ai été élevé en Europe et j'ai vécu un peu aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai cette liberté de ton. Pour moi, la liberté d'expression, elle est fondamentale. On ne peut pas vivre dans un pays si on n'a pas le droit de s'exprimer, voyons. Ça ne veut pas dire diffamer. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous montre des documents pour simplement vous montrer qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, à condition d'être respectueux et de prouver les informations qu'on propose au grand public. Donc, oui, je suis pour la remigration positive, mais notre gouvernement doit préparer l'arrivée de ces centaines de milliers d'Algériens qui, de toute façon, vont être expulsés, que les choses soient claires. C'est pour ça que je vous ai fait une longue préparation, une longue introduction, eu égard à ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, pour dire que l'expulsion massive des Algériens, c'est pour bientôt. Croyez-moi, ça va commencer par la France et ça va être à partir du mois de mai-juin 2027. Ne vous faites aucune illusion. Je dis bien aucune illusion. Mais encore faut-il que le gouvernement algérien déjà en prenne conscience, prépare le terrain et arrête avec ce populisme à 3 centimes dans ses relations bilatérales avec les autres partenaires, avec les autres pays. Il faut être lucide, il faut être pragmatique et il faut préparer le terrain. Et vous croyez, c'est avec 84 000 bus défectueux qu'on va pouvoir attirer
1, 2, 3, 4, 5 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger? Les attirer en Algérie? « 84 000 nouveaux bus vont coûter 10 milliards de dollars. Oui, parce qu'on n'a pas préparé le terrain, on n'a pas d'industrie en Algérie, on n'a rien. On importe tout, presque tout. Des bus, de l'armement, du lait, de la viande, on importe tout. Car en 62 ans, 3 ans, on a fait beaucoup de populisme, on a fait beaucoup de chabaouia, beaucoup de démagogie, mais on n'a pas travaillé. Et là, c'est une responsabilité collective. Hein. C'est à la fois tous les gouvernements et le peuple algérien de façon générale. Et ceux qui n'ont pas voulu rester en Algérie, ben, sont partis. Voilà, ils ont préféré développer les pays étrangers plutôt que développer l'Algérie. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas de liberté, parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. J'avais pourtant proposé un gouvernement hybride. Moitié des technocrates algériens, des locaux, et moitié des technocrates qui viennent d'Europe ou d'Amérique du Nord. Je n'ai pas été entendu, mais vous allez être obligé tôt ou tard de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que la réalité, elle est beaucoup plus puissante que le populisme et la démagogie. Vous serez obligé de le faire. Vous serez obligé de le faire. Un peu comme les pays du Golfe. Vous savez que les pays du Golfe, vous savez qu'ils étaient fâchés entre 2017 et 2021, entre le 5 juin 2017 et janvier 2021. Vous savez qu'il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn, l'Égypte, qui ont rompu les relations diplomatiques avec le Qatar en juin 2017 jusqu'en janvier 2021. Oui, 3 ans et demi. Ils ont rompu les relations diplomatiques. Il y a eu même un boycott du Qatar. Parce que les pays moyen-orientaux et d'Afrique du Nord sont fous. C'est la même chose qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. Rupture des relations diplomatiques, rupture des relations économiques. Eh bien, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats, l'Égypte ont fait la même chose avec le Qatar entre 2017 et 2021. Nous sommes sous des gouvernements complètement inadaptés à la gravité des enjeux géopolitiques du moment. Je dis bien, mais complètement inadaptés. Mais ils font semblant de tout savoir alors que ce sont des amateurs finis, complètement inconscients. Vous vous rendez compte? Il a fallu que l'Iran envoie des avions au Qatar emplis de nourriture, que la Turquie envoie des avions avec de l'aide alimentaire au Qatar. Vous vous rendez compte ou pas? Et c'est à partir de ce moment-là que Qatar a décidé de développer son agriculture dans son pays, de développer l'industrie agroalimentaire dans son pays. Et aujourd'hui, alors que le Qatar importait 95% de sa nourriture avant l'embargo de 2017, en 2025, il n'importe que la moitié seulement. Mais nous, on importe toujours 95% du blé tendre. Vous entendez? L'Algérie importe toujours 95% de son blé tendre, à ne pas confondre avec le blé, comment on l'appelle? J'ai oublié le nom. Oh là là, ça a vu les médicaments, ce que ça fait de prendre des médicaments, c'est parfois on perd... j'ai oublié. Vous savez, sauf que moi, j'ai pas peur de dire que j'ai oublié des mots. C'est quoi la différence entre blé tendre et l'autre? C'est comment? Incroyable, hein? Vous savez, c'est ça, être honnête. J'aurais pu couper la vidéo, je ne coupe pas la vidéo. C'est quoi la différence entre blé tendre et blé? Surtout là. Mais quand on n'a pas de foin dans son ventre, moi j'ai pas peur du ridicule. Alors blé tendre et blé, comment ça s'appelle? Blé dur. Ben oui, dur, parce que j'ai la tête dure. Blé tendre et blé dur. Ah là là. Donc l'Algérie, elle importe 95% de son blé tendre. Puis maintenant, on va acheter 10 milliards. On a un programme d'achat de 10 milliards de dollars. Mais on n'a pas d'argent. Vous savez qu'on n'a pas d'argent. On dit qu'on a 72 milliards de dollars, mais on va les mettre où? On va les mettre dans l'armée, on va les mettre dans le chômage, l'allocation chômage, on va les mettre dans l'allocation touristique, on va la mettre dans l'éducation, on va la mettre dans la santé, on va les mettre où? Vous vous rendez compte, rien que pour le début, c'est 10 milliards de dollars, alors qu'on n'a que 72 milliards de dollars. Ça veut dire que
Voilà, on va les mettre quoi dans l'achat des avions, des Boeing qui ne sont pas arrivés au mois de juin, des Airbus qui ne sont pas arrivés au mois de juin. Non, ça va pas. Mais peut-être que vous préférez que je dise que tout va bien, comme à l'ENTV, alors que la réalité, on n'a pas de pneus. On n'a pas de pneus. On a une petite production locale, mais vous avez bien vu, les Algériens n'achètent pas local parce que c'est pas de la bonne qualité. Donc, comment on va faire pour attirer 7 millions d'Algériens en Algérie, pour développer vraiment l'Algérie? Comment on va faire si on n'a pas de bus, si on n'a pas d'hôpitaux? Ou plutôt, on a des hôpitaux, on a la structure, mais 50% de chaque promotion de médecins quitte le pays chaque année, en Europe ou en Amérique du Nord. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire si on passe notre temps à donner des contrats chaque année à Total? Chaque année, on donne des contrats à Total. Alors qu'on a 200 000 cadres techniciens à la Sonatrach. Comment ça se fait? Mais chaque année, on a 2000 cadres qui partent aux États-Unis, au Canada et dans les pays du Golfe. Donc, comment on va les accueillir? Comment on va accueillir? Chaque année, le nouveau ministre des hydrocarbures, c'est-à-dire du gaz et du pétrole, ils l'ont retiré le ministère de l'énergie. Voilà. Le ministère de l'énergie, ça coûte de l'argent, parce que ça rapporte rien l'énergie. C'est que de la dépense, alors que le gaz et le pétrole, non, c'est les devises, 96%. Regardez ce qu'il fait. Chaque année, un contrat. Regardez. Chaque année, il donne un contrat à Total. Société corrompue en France, en Algérie et aux États-Unis. Chaque année, il donne un contrat. 25 ans de gaz gratuit et 25 ans de pétrole gratuit pour Total pendant 25 ans. Un manque à gagner pour l'Algérie sur 25 ans de 24 milliards de dollars. Chaque année. Et en plus de ça, on vient de faire voter une loi minière, l'article 101 de la loi minière, qui donne de 80 à 100% aux entreprises étrangères. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Donc, on va donner de 80 à 100% des prochaines sociétés, du capital des prochaines sociétés dans le domaine minier à des multinationales étrangères. Vous pouvez lire l'article 101 du journal officiel du 7 août 2025. Et en plus de ça, notre ministre des Affaires étrangères a cautionné un contrat signé par le ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arqab, un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole, Pertamina, la mafia indonésienne. L'Indonésien à 65%, l'Espagnol Repsol à 35% et la Sonatrach à 0%. Elle n'a qu'un peu de taxes, un peu d'impôts et un peu de frais de transport pour acheminer le pétrole jusqu'au port de Skikda et ensuite ça part en Indonésie. Donc l'Algérie s'appauvrit en pétrole et Pertamina, l'Indonésien, s'enrichit. Voilà, c'est la nouvelle colonisation. Voilà. Donc en gros, nous, on a un drapeau, on a un passeport, mais dans les faits, on est colonisé. On est colonisé par les multinationales, regardez. Pertamina voulait acheter les 35% de Repsol, elle a eu 100%, regardez, 100%. Le gisement pétrolier s'appelle Menzel Lejmet Nord, 100%. Et l'Algérie a 0%. Vous avez remarqué que la Sonatrach ne répond pas? Ça fait combien de fois que je vous le répète? Combien de fois je vous ai répété avec des preuves? Elle ne répond pas, la Sonatrach. Elle va répondre quoi? Elle va dire je mens? Ben, il faut qu'il prouve que je mens. Puisque tous les médias espagnols et indonésiens disent que Pertamina, l'Indonésien, a 65% et Repsol, l'Espagnol, a 35%. Sonatrach, 0%. Et en plus de ça, Pertamina, c'est la mafia du gaz et du pétrole. Il y a un scandale de corruption qui vient d'éclater au mois de juillet dernier, de février à juillet dernier, 17 milliards de dollars de surfacturation. Et comme par hasard, nous, on a prolongé le contrat pendant 35 ans. 35 ans. Alors qu'on a 0%. Donc, Mohamed Arqab a signé le contrat en juin 2023 et en décembre 2023, M. Ahmed Attaf a cautionné le renouvellement de son contrat en rencontrant la ministre des Affaires étrangères indonésienne. Mais où va-t-on comme ça? Où va-t-on? Donc, si on donne 25 ans de gaz gratuit, de pétrole gratuit à Total, si on prolonge des contrats pendant 35 ans, on ne gagne rien. Mais comment on va accueillir les 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger? Comment? Puisque même les bus, on a du mal à acheter des bus. On a du mal à acheter des pneus. Comment on va faire? Même des pneus, des bus et des pneus, on a du mal à les acheter. Comment on va faire? Comment on va faire? Nous, on n'a pas un fonds souverain comme les Norvégiens qui, eux, sont prévoyants. 2000 milliards de dollars, le fonds souverain.
Nous, c'est quoi? On n'a même pas de fonds souverains. On a juste un peu de réserve, là, 72 milliards. Où est-ce qu'on va les mettre, ces 72 milliards? On va mettre 10 milliards dans des bus? Vous croyez qu'un pays, c'est uniquement des bus? Donc, rien que les bus, c'est 15%. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. 15% des réserves que nous avons. Les hôpitaux, les écoles, la justice, l'environnement, l'économie, les moudjahidines. Vous savez, le budget de moudjahidine, il faut le payer. L'armée, il faut la payer. Donc, c'est un problème de gestion. On a un problème de gestion extraordinaire en Algérie. Et pourtant, on donne de l'argent à tout le monde. 25 ans à Total, 25 ans à Total en gaz et en pétrole. On a donné aussi 25 ans de pétrole gratuit à l'américain occidental, à l'italien Eni. Mais c'est quoi ce pays? Et après, il y en a qui osent me critiquer. Mais est-ce que vous connaissez au moins les dossiers? Tociali, l'acier, va faire 4 milliards d'exportation en 2026, on a 0%. Lafarge Ciment contrôle 35 à 40% du ciment algérien. Et là, j'ai entendu qu'il va le faire un port, rien que pour le ciment. Donc, ça veut dire qu'il va être 60% Algérie, 40% Lafarge. C'est bien, ça? Non, et franchement, on va arrêter le populisme ou on va se mettre au sérieux, là? Comment on va attirer ces milliers d'Algériens qui vont être expulsés d'Europe bientôt? Comment on va faire? Kindiro, Goulouli Kindiro. Parce que moi, j'aime bien les Algériens. Ils passent leur temps à dire « Oui, la France, elle est endettée, 3 000 milliards. » Oui, mais la France est un pays riche. Les États-Unis aussi ont 30 000 milliards de dettes. Mais c'est des pays riches. L'endettement, c'est pas un problème si vous avez des gens qui financent l'endettement. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas de gens qui financent l'endettement. Qui finance l'endettement américain? Vous savez très bien que c'est les Chinois. Avant, c'était les Japonais. Donc, les gens pensent que la France, elle tombe. Oui, elle tombe, mais elle est toujours solide. Oui, elle tombe, mais elle est solide. Et quand elle va tomber, elle va s'attaquer à qui, à votre avis? La France qui tombe, elle va s'attaquer à qui? Elle va s'attaquer aux Algériens. C'est la première cible. Tout le monde fait un mot, je vous l'acquive. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse en priorité aux Algériens de l'étranger, notamment en France. La France qui tombe va s'attaquer aux Algériens et elle va les expulser vers l'Algérie. Et là, Ahmed Attaf, il ne pourra pas dire « j'accepte pas ». Parce que là, aujourd'hui, il y a 120 OQTF. Mais quand il y aura 5 millions d'OQTF, mais il y aura des harragas. La France va les envoyer dans des bateaux et elle va les lâcher dans les eaux territoriales, internationales. Oui, c'est ce qui va se passer. La France qui tombe, on sait ce qu'elle a fait en 1940. Parce qu'en 1940, la France est tombée en juin 40. Quand elle a été écrasée par l'armée allemande, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est attaquée aux Juifs. 76 000 Juifs ont été arrêtés et envoyés dans les camps de la mort. Oui, Juifs français. Ils avaient la nationalité française. Donc, quand la France va se réveiller des droits de l'homme, c'est un célèbre ouvrage de JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, le fondateur du magazine L'Express, qui a fini très malade, mesquine. Avec François Giroud, ils ont monté l'Express dans les années 50. C'était des premiers à dénoncer la torture en Algérie. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Le Réveil de la France. Mais croyez-moi, le jour où la France va se réveiller, elle va d'abord s'attaquer aux Algériens. Oui. Quand elle va se débarrasser du droit, elle va se débarrasser des droits de l'homme. La première cible, ça va être les Algériens. Dégage! C'est ça le choc du futur. Voilà le choc du futur. Là, les Algériens vont se réveiller. Oh, mais comment on va faire? Comment on va faire avec 5 millions d'Algériens qui vont débarquer en Algérie? Ben oui, c'est comme la France. Entre juin et octobre 62, il y a 800 000 Français européens qui ont débarqué d'Algérie dans les ports de Marseille, de Toulon, etc. Ben, il fallait les accepter. Mais nous, on n'est pas prêts à accepter 5 millions de personnes parce qu'on n'a rien préparé. Vous croyez qu'Ahmed Attaf a un plan pour accueillir 5 millions d'Algériens? Vous croyez que le gouvernement actuel a un plan pour accueillir 5 millions d'Algériens de France s'ils se font expulser à partir de mai-juin 2027? Déjà, 120 personnes, on n'est même pas capable de les accepter. Alors imaginez 5 millions d'Algériens. Ça va être ça le choc du futur de l'Algérie. Le choc du futur de l'Algérie. Et croyez-moi, comme disait l'ancien ministre de la Défense français, ça va mal finir. Ça va très mal finir. Mais il y a encore des populistes qui pensent, parce qu'on a 72 milliards de dollars dans les caisses, qu'on est les rois du pétrole. Mais 72 milliards, c'est rien du tout. Le Qatar, tout petit pays, s'était engagé il y a quelques mois
à acheter 1200 milliards de produits américains. Vous croyez que nos 70 petits milliards, vous croyez qu'on est une puissance? On est un nain. Vous savez ce que c'est un nain? Dans l'échiquier mondial, l'Algérie est un nain. Ça, c'est la réalité. Regardez l'Europe. 29 pays ne sont même pas capables de résister aux Américains. Et pourtant, troisième puissance économique mondiale, l'Europe. Là, ils ont mis en place un programme militaire de 800 milliards. Mais ils n'y arrivent pas. Nous, on a 25 petits milliards de dollars le budget militaire. En plus, on n'a même pas d'arsenal balistique ni nucléaire. L'Europe, troisième puissance économique mondiale, 800 milliards de budget militaire, ils n'arrivent même pas à résister aux Russes et aux Américains. Et vous croyez que nous, tout seuls, là, dans notre petit coin d'Afrique du Nord, vous croyez qu'on va réussir? Vous savez, le populisme, ça marche un temps. Maintenant, ça suffit, le populisme. Ça suffit. Regardez comment l'Iran, maintenant, est en train de demander aux pays du Golfe, il faut qu'on s'allie. Regardez comment l'Arabie Saoudite a dit, il faut qu'on s'allie. Regardez, l'Égypte a dit comment il faut qu'on s'allie. C'est ça, le principe de réalité. Et les populistes algériens d'Arba Adoro, qui pensent, qui rêvent, ils croient qu'on est grand. On est grand de quoi? L'Espagne nous a fait un rapport de 1609 pages pour dire qu'on fait du trafic de drogue et de haraga. Elle est où la grandeur algérienne? Aujourd'hui, si on n'a pas une logique mutualiste, c'est-à-dire qu'on s'allie, ça va être la catastrophe. À votre avis, l'OPEP, c'est quoi l'OPEP? Pourquoi ça a marché l'OPEP dans les années 60? Parce que les grands pays producteurs de pétrole se sont mis ensemble et ils ont mis en place l'OPEP. Et jusqu'à maintenant, l'Algérie respecte les quotas fixés par l'OPEP. Car ils savent que s'ils ne s'entendent pas au niveau de la production de pétrole, le prix du baril de pétrole va dégringoler et il n'y aura plus assez d'argent dans les caisses de l'État. Donc c'est le principe de réalité qui a fait que l'Algérie aujourd'hui, elle respecte les quotas fixés par l'OPEP. Mais il faut adopter la même stratégie au niveau militaire, au niveau nucléaire, au niveau politique et au niveau diplomatique. Tant qu'on ne rentrera pas dans une logique mutualiste comme celle de l'OPEP, l'Algérie ne représentera rien dans l'échiquier international. Et à l'approche des élections présidentielles françaises de mai-juin 2027, l'Algérie ne sera pas prête à accueillir des centaines de milliers d'Algériens qui vont se faire expulser. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, wallah yarham shuhada.